c'est l'acharnement. Vous vous acharnez et pourtant ça ne fonctionne pas. Depuis longtemps, vous vous acharnez sur un problème donné, peu importe ce qu'est ce problème, et ça ne donne rien du tout. Et même plus vous agissez dans ce sens, plus vous vous acharnez, et plus le problème s'empire. Alors, la question, c'est que pendant que vous vous acharnez à essayer d'ouvrir la porte, est-ce qu'il n'y a pas une porte-fenêtre de l'autre côté de la maison qui est déjà ouverte ? En fait, ça va être la question qu'on va se poser. Mais ça pose des difficultés. Ça pose des difficultés parce que ça pose la question d'accepter qu'on s'est acharné alors qu'il existait d'autres solutions. Alors c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. C'est pourquoi à un moment donné, on s'acharne sur un problème qui ne fonctionne pas. Alors, pour ce podcast, comme bien souvent, je pars de ma propre expérience. Étant moi-même autiste, j'ai certaines difficultés et je pars de mon expérience et j'étudie mes problématiques et ensuite, je pose des réflexions dessus. Donc du coup, ce problème va concerner des personnes qui sont atypiques, qui ont des difficultés particulières ou spécifiques, des gens qui ont des troubles de l'apprentissage, peu importe, mais ça concerne également tout le monde. Voilà, moi quand j'analyse quelque chose, j'aime bien généraliser, j'aime bien élargir l'horizon de ma réflexion et de voir comment ça peut aider un maximum de gens. Mais voilà, du coup, savoir que ça peut aider des personnes atypiques, parce que, j'expliquerai plus loin pourquoi, encore une fois, il y a une spécificité avec le fait d'être atypique. Alors, pour commencer, imaginez un génie sort de la lampe, vous frottez la lampe, il y a un génie qui sort de la lampe, et là, il vous donne deux choix. Soit, il vous permet de prendre conscience d'un problème profond de votre vie, et ça va être dur à entendre, mais vous allez enfin pouvoir vivre à partir de maintenant, et le passé est le passé, vous avez loupé des possibilités dans votre vie, et voilà. Soit, vous continuez à n'avoir pas du tout conscience, et mais le problème c'est que vous allez continuer dans vos problèmes. Alors, j'imagine que vous voyez où je veux en venir, c'est que j'imagine que souvent on va essayer de choisir la conscience. On va se dire, et pourtant on a tendance à résister. On a tendance à se dire, je veux pas accepter. Je veux pas me dire que pour le moment, je me suis surtout acharné sur des solutions qui ne marchaient pas. Donc la question, c'est est-ce que à partir de maintenant, vous voulez progresser vers votre vie à vous, et voilà, même si ça fait mal de se dire que peut-être vous avez fait des erreurs, ou est-ce que vous préférez vous dire, non, j'ai raison de m'acharner. C'est dur d'arrêter un combat, c'est extrêmement difficile, donc j'ai aucun jugement à savoir ce que vous voulez répondre à cette question. C'est loin d'être évident. Alors je vais continuer avec une autre métaphore, et qui va expliquer où est le problème en fait. Imaginez, vous êtes dans le noir, dans un garage. Vous êtes un garage, et c'est un garage qui est très dangereux, parce qu'il y a des pics qui dépassent, il y a des pots de peinture par terre, vous y voyez rien du tout. Et vous vous réveillez dans ce lieu-là, et voilà, et vous n'y voyez rien, vous n'avez pas de lumière à proximité, vous ne savez pas comment vous déplacer, et vous avez essayé quelquefois de vous déplacer à certains endroits, et soit vous êtes tombé, soit vous êtes fait mal, soit ci, soit là, et vous n'avez pas compris. Et donc, du coup, au fur et à mesure, ce qui se passe, c'est que dans ce lieu, vous finissez par définir des endroits qui vous paraissent sécurisés pour vous. Voilà. Alors, vous allez comprendre où je veux en venir avec ça. Et qu'est-ce qui se passe quand il se passe ça ? On finit par rester dans les endroits sécurisés qui peuvent être, on va dire, les endroits qui nous paraissent les moins dangereux. Et le problème, c'est que s'il y a des changements dans ces endroits-là, dans cet endroit où vous êtes, et que ça commence à devenir inconfortable, voire douloureux, voire insupportable, vous allez quand même y rester parce que le reste du garage vous paraît encore plus dangereux. Et un autre phénomène qu'il va y avoir, c'est que vous ne connaissez pas bien les limites. L'endroit où vous êtes tombé, c'était peut-être à 5 pas, 6 pas. Mais peut-être que vous ne ferez plus aucun pas dans cette direction. Peut-être que vous vous dites, non, moi je prends des marges.
je ne veux surtout pas avancer vers l'endroit où je me suis fait mal, parce que je me suis cogné le genou, parce que ci, parce que là. Et donc ce problème de marge, il est essentiel, pour comprendre que du coup on restreint son territoire de possibilités, son territoire d'action, son territoire de comportement. Il y a des choses dans certaines circonstances qu'on ne fait plus dans sa vie, parce qu'on a compris que c'était des choses qui étaient dangereuses, qui ne fonctionnaient pas. Alors ça, et c'est là le rapport et le lien avec, par exemple, avec l'autisme, c'est que dans mon cas, par exemple, je pense que depuis la naissance, j'ai eu une problématique de ne pas forcément comprendre toutes les situations sociales. Et donc à chaque fois que je me suis pris des râteaux, je n'ai pas compris pourquoi je me suis pris un râteau, pourquoi je me suis pris une gamelle, pourquoi ça s'est mal passé, parce que j'ai voilà, comme si j'étais aveugle. Parce que j'ai une faible conscience à l'origine des phénomènes sociaux, je ne les perçois pas bien. Et donc j'ai fini par prendre des marges, c'est-à-dire à arrêter de me dire bon ok, je tente plus rien, tous les trucs qui pourraient paraître un tout petit peu dangereux ou je suis pas sûr, ben je vais pas les faire, alors que d'autres les feront et ça se passera bien. Mais comme hop, moi je perçois pas bien où est la limite, je préfère pas jouer avec la limite et donc je vais me restreindre énormément. Le problème, c'est que dans ce petit territoire qui nous reste, on n'y est pas forcément confortable. Ça peut devenir très douloureux et on va continuer à accepter cet inconfort parce que, comme je dis, l'extérieur paraît encore plus dangereux. Mais c'est pas le seul cas. Il y a d'autres cas, par exemple, peut-être que dans votre vie, vous êtes un suiveur, vous faites que suivre ce que proposent les gens. Peut-être que vous êtes très timide. Peut-être qu'il y a des projets que vous avez abandonnés dans votre vie ou que vous n'envisagez même pas, et qui vous paraissent même pas possibles parce que vous vous dites ça c'est pas pour moi. Peut-être que vous faites preuve d'abnégation dans certains domaines de votre vie où vous dites là je préfère pas n'avoir pas d'envie et pas de volonté personnelle parce que ça va me permettre de faciliter ma vie en fait. Ça va me faciliter la vie, ça évitera des déconvenus, des problèmes, des conflits ou je sais pas quoi. Voilà, alors là, j'ai cerné un peu le sujet de quoi on parle. Maintenant, voyons un peu plus d'explications. Alors, pourquoi on en arrive à là ? Alors, j'en ai parlé, il y a le cas, effectivement, par exemple, dans mon cas, l'autisme, qui fait qu'on ne saisit pas bien quelque chose, mais ça peut être d'autres dispositions, moi je ne saisis pas bien les situations sociales instinctivement, j'ai appris, faut savoir que j'ai quand même pu apprendre, mais je n'ai pas appris facilement et instinctivement, mais il peut y avoir d'autres personnes qui ont d'autres caractéristiques, peu importe que ce soit un trouble de l'attention ou quelqu'un qui a ce qu'on appelle les dysgraphie, dyspraxie ou je sais pas quoi. Prenons quelqu'un qui est dyspraxique, donc il va avoir par exemple du mal à coordonner ses mouvements. Peut-être qu'un jour il a voulu toucher un ballon, il a voulu jouer au basket et on s'est moqué de lui et du coup cette personne elle ne veut surtout plus rien toucher qui demande de l'adresse. Alors qu'en fait elle pourrait, mais simplement ça risque d'augmenter ces trucs-là. Et la personne ne va pas savoir, pareil, analyser ou plus finement. Finalement, peut-être, elle peut le faire, finalement. Aujourd'hui, peut-être qu'on se moquera plus d'elle, ou que... voilà. Après, il y a les tendances anxieuses. Alors, forcément, plus on a des tendances anxieuses, plus on va laisser des marges, parce qu'on va imaginer le pire, on va imaginer tout de suite ce qui est le plus grave, alors que d'autres vont moins l'imaginer. Voilà. Après, il y a les mauvaises expériences, bien entendu, tous les traumatismes de vie qui peuvent venir du hasard, des fois, c'est juste pas de chance. Selon l'entourage qu'on a eu, selon les circonstances, selon ce qu'on nous a appris. Voilà. Après, il y a d'autres choses qui peuvent jouer, comme... je vais prendre un exemple. Si vous êtes pauvre, que vous n'avez pas de réseau d'amis, vous avez peu de gens que vous connaissez, peu de gens, tout ça, ça vous rend extrêmement vulnérable. Et donc là, par exemple, ça peut créer des situations où vous allez être très anxieux, en fait. Vous allez avoir de l'anxiété reliée au fait que s'il y a un problème qui se pointe, vous ne serez pas en mesure
de vous réparer, d'être résilient. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai tendance à être très anxieux avec mon porte-monnaie. Mon porte-monnaie, c'est quelque chose que je ne peux pas perdre. Et psychologiquement, c'est extrêmement dur. Pourquoi ? Parce que j'aurais énormément de difficultés à faire les démarches, à m'imaginer les démarches, que ça peut être d'essayer de retrouver une carte d'identité, de retrouver tout ça. Moi, ça va être surtout les papiers, par exemple. Ça va me faire très peur. Parce que, encore une fois, si dans notre vie, on a des limitations ça peut être de la pauvreté, peu importe, et bien forcément, ça va créer des peurs autour de ça. Bref, continuons. Le problème, c'est pas surtout les problèmes objectifs, parce que si vous avez des problèmes objectifs, ils sont objectifs, vous n'y pouvez rien. Le plus gros problème, c'est les superstitions qu'on se crée. Alors je vais vous donner une autre métaphore. Moi j'appelle le principe du pigeon. Ils ont fait des expériences avec des pigeons. C'est tout bête, ils donnent des graines à des pigeons. Et il y a 2 conditions d'expérience. La première condition d'expérience, c'est que le pigeon reçoit des graines quand il appuie sur une pédale. Et la deuxième condition d'expérience, c'est que le pigeon reçoit des graines de manière aléatoire. Ils s'aperçoivent que le pigeon développe des superstitions. Par exemple, une fois, le pigeon s'est aperçu qu'il avait tourné sur lui-même. Et à ce moment-là, il a reçu des graines. Et là, qu'est-ce qui se passe ? On s'aperçoit que le pigeon développe des superstitions. Il va commencer, par exemple, à se mettre à tourner. Il va se mettre à tourner à chaque fois, tout le temps, par exemple, dans l'espoir, il va s'acharner sur ce truc-là, il va s'acharner sur ce comportement. Parce qu'il se dit, c'est comme ça que je vais recevoir des graines. Et alors, le gros problème qu'on a, c'est que c'est exactement ce qui se passe avec nous en étant humain. Tout simplement. Le truc, c'est que pour le pigeon ou pour les humains, il va y avoir un point commun, c'est que on est rassuré par les certitudes. Pour notre cerveau, c'est souvent très difficile d'accepter qu'on ne sache pas. Mieux vaut savoir un truc faux, ou en tout cas qui n'est pas bien gênant, parce que le pigeon il tourne sur lui-même, c'est pas bien gênant. Et donc mieux vaut quelque chose d'inefficace, mais qui pourrait marcher rarement. Quand on n'a rien, mieux vaut avoir quelque chose de très inefficace et qui pourrait peut-être marcher de temps en temps, plutôt que de n'avoir aucune opinion. Et donc c'est comme ça que se développent les croyances. Le fait de croire quelque chose, d'avoir des superstitions ou des modes de pensée qui deviennent inadaptés. Et c'est là où ça devient très dur. Et c'est là où on se met à très mal estimer. On s'acharne dans des comportements, des stratégies, alors que ça ne fonctionne pas. Et à côté, on abandonne ou on n'essaye même pas des stratégies qui en fait ne poseraient aucun problème. Après, il y a un autre cas aussi. Il y a le fait d'avoir abandonné des stratégies qui pourraient marcher, mais à un moment donné, on a eu des problèmes avec ces stratégies-là parce qu'on n'a pas su comprendre ce qui s'était passé. Il y a eu un problème, ou le problème, c'est des fois que dans notre passé, c'est pas la même chose qu'aujourd'hui. Si je prends l'exemple du ballon, quelqu'un qui était dyspraxique et enfant, on s'est moqué de lui, ça veut pas dire qu'à l'âge adulte, on se moquera de lui. Parce qu'il est dans un autre entourage, et que c'est pas des enfants qui sont autour de lui, et que il peut apprendre à assumer, à se dire, je suis pas hyper adroit, mais j'ai envie de m'amuser comme tout le monde, et donc est-ce que je peux pas me donner moi aussi le droit de jouer avec un ballon, si j'ai envie de ça. Et peut-être que je vais pouvoir développer des compétences, parce que c'est aussi un des problèmes. Dans ce genre de croyance, la personne va se dire, mais en fait, je suis un boulet, je suis incapable de tenir un ballon dans les mains. Il va y avoir toutes sortes de croyances qui vont se développer comme ça, et avec l'idée aussi de « je suis incapable d'apprendre ». Alors ça, c'est quelque chose qu'on observe aussi, c'est « je ne suis pas doué, je ne suis pas capable d'apprendre ». Alors qu'en fait, la personne, très vite, elle a abandonné. On s'est moqué d'elle, à chaque fois que vous jetez un ballon, elle se crispe. Alors c'est rigolo, parce que moi, en théâtre, c'est quelque chose que des fois, je sais faire. Pour apprendre, aussi des fois pour familiariser avec l'erreur. Pour se chauffer, ça m'est arrivé de faire, ils se lancent une balle. Et souvent, je leur fais prendre conscience de leur corps. Alors pourquoi je fais travailler avec une balle ? Pour qu'ils s'engagent physiquement.
Non, ça serait long à expliquer, mais voilà, en théâtre, le fait d'avoir un engagement physique, c'est le corps est important. Donc, je leur demande de bouger et de bouger de manière engagée au niveau du corps. Et donc, j'essaye de leur faire prendre conscience à certaines personnes qui, quand la balle arrive, elles se crispent. Parce qu'il y a la peur de l'erreur. On se dit, oh là là, je vais faire tomber, je vais être ridicule, je vais faire tomber la balle, je vais être ridicule. Et donc, en appuyant sur le fait que je m'en fous que vous rattrapiez la balle, je m'en fous que vous réussissiez. Moi, ce qui m'importe le plus, c'est que vous essayez d'être engagé physiquement. Et après, vous tentez. On ne se crispe pas. Juste, on essaye. Si la balle elle tombe à côté, c'est pas grave, on va la chercher. Donc voilà. Et donc, voilà, ce sont des mécanismes comme ça. On va se crisper et donc on finit par croire qu'on n'est pas doué. Alors qu'on se bloque soi-même sur la possibilité de progresser. Et voilà, dans d'autres registres, moi j'ai vu tellement de fois des gens qui auront développé des complexes sur tout un tas de trucs, que ça soit le sport, certaines activités artistiques, le chant par exemple, où dès l'enfance, il y a énormément de gens, je sais pas comment ça se produit, mais à un moment donné, c'est comme si on était extrêmement jugeur ou je sais pas comment ça se met en place, mais c'est tellement fréquent, comme si on avait le droit de chanter que si tout de suite on avait la fille, enfin comme si tout de suite, il faut réussir tout de suite du premier coup, puis si on n'a pas réussi du premier coup, alors là surtout, faut pas chanter, il faut pas dessiner, il faut pas s'exprimer, il faut pas faire de sport, il faut pas ci, il faut pas là. Et c'est extrêmement bloquant. Alors continuons, mais cette fois-ci sur les solutions. Parce que souvent, nous, on se crée des croyances qui sont très très fortes sur ce qui marche et sur ce qui ne marche pas. Sur ce qu'on... Voilà, des croyances très très fortes en se disant, là, je peux m'acharner parce qu'en fait, c'est comme ça qu'il faut faire, alors que ça marche pas, c'est évident. Et puis, des croyances sur les endroits où, non, mais là, ça marchera jamais, alors qu'il suffit de pousser et puis en fait, c'est ouvert. Comme une porte qui serait ouverte, mais on se dit mais non, mais là c'est sûr, c'est fermé à clé. Vous essayez de trafiquer une serrure depuis 3 heures, puis il y a quelqu'un qui arrive derrière vous, il appuie sur la poignée, puis il ouvre, il rentre. Hein. Alors justement, on va observer les transgressions. Mais pas n'importe quelle transgression, les transgressions des autres. C'est-à-dire, le truc le plus simple, comment dire ça ? Quand on grandit, on se crée une identité. On se crée des croyances et on se crée des trucs sur soi-même. Et c'est très dur de les remettre en question. Mais si vous êtes observateur, vous allez voir que ce que vous dites qui n'est pas possible, d'autres gens le font. Alors, c'est très facile de dire que oui, mais c'est parce que c'est d'autres personnes, tout ça. Déjà, commencez à l'observer. Observez ce que ces personnes peuvent faire. Alors, premièrement, déjà, qui fait les choses que vous n'osez pas faire, vous. Qui sont les personnes qui font ça? Qu'est-ce qu'elles font? Comment elles le font? Et l'autre point que vous allez observer, c'est quelles sont ces choses qui sont, entre guillemets, transgressées. On va dire, quand est-ce que ça va poser problème, ou ça va poser certaines difficultés? Et quand est-ce que, au contraire, ça va très bien se passer? Voilà, donc posez-vous ces questions. Deuxième point, ça va être de vous interroger. Sur quoi vous vous acharnez? Sur quoi vous passez le plus de temps? Pour ça, il y a une technique simple, c'est qu'est-ce qui vous fait râler? Qu'est-ce qui vous fait râler? Souvent on râle parce qu'à un moment donné, il y a un truc qui ne marche pas. Et on s'attend à ce que ça marche. Mais ça ne marche pas. Mais on s'attend à ce que ça marche. Mais ça marche pas. Mais on s'attend à ce que ça marche. Alors ce que je suis en train de faire, c'est exactement ce qui se passe dans notre cerveau. Hein. Vous pouvez poser ce processus à l'infini. Hein. J'attends que ça marche. Mais ça ne marche pas. Et j'attends que ça marche. Et ça marche pas. Et ça, comme un train. C'est sans fin. Sur quoi on s'acharne? Et l'autre question, c'est qu'est-ce que vous avez abandonné? Qu'est-ce que vous ne faites pas? Qu'est-ce qui vous paraît impossible? Même soyez fou, qu'est-ce qui vous paraît impossible? Vous dites non, mais ça c'est impossible.
Ça, jamais je crois que c'est possible. Posez-vous la question des choses que vous pensez impossibles. Alors, si j'y pense, je le mettrai en commentaire ou en description. Pensez à l'arbre d'exploration, c'est l'outil que j'ai inventé. Il consiste principalement, vous dites un truc impossible. Par exemple, il est impossible pour moi de jouer au basket. Je pourrais jamais faire une partie de basket dans ma vie. Parce que vous êtes dyspraxique et vous vous dites non, mais ça c'est pas pour moi, je peux pas faire de basket. Vous aimeriez, hein, mais ça vous paraît pas possible. Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez critiquer cette position-là. Vous allez la critiquer. Alors moi, je fais ça sur un schéma. Je mets d'abord, faire du basket, par exemple, paf, et je fais une première flèche, et je mets moins. Je mets un moins sur la flèche pour dire, je critique. Et là, hop, on critique. Peut-être que je vais dire, je critique... c'est impossible de faire du basket, je vais critiquer ça parce que, en fait, si, c'est peut-être possible, parce que, j'en sais rien, après, à vous de voir, je connais des personnes qui sont extrêmement ouvertes, qui m'ont jamais jugé sur mes maladresses, il suffit d'aller les voir. Admettons. Et en fait, après, vous allez recritiquer, parce que votre cerveau ne va pas vous lâcher comme ça, hein. Il va dire oui, mais non, parce que, blabla. Exprimez. Si vous dites mais non, mais eux-mêmes aussi, ils vont pas oser me dire, mais en leur fort intérieur, ils vont me trouver ridicule. Eh bien, écrivez-le ça. Ils vont me trouver ridicule. Et là, vous mettez un plus pour dire, ok, je fais le contraire. On alterne entre les moins et les plus. À chaque fois, on critique, on fait des flèches. Voilà. Mais si j'y pense, je mettrai le lien parce que j'ai fait une vidéo là-dessus. Donc, en tout cas, l'idée, elle est là. C'est qu'à un moment donné, il va falloir, ce que vous pensez impossible, il va falloir que vous tentez même pas. Hein. Et ça, souvent, le pire, c'est que, c'est même pire que ça, c'est qu'on n'y pense même plus, en fait. Et ça va être ça le plus difficile. C'est qu'on pense même plus qu'on a des possibilités. On a définitivement laissé tomber. L'endroit où on s'est cassé la gueule dans les pots de peinture, c'est fini. Mais si on est parti sur la gauche et que à gauche c'est là qu'il y a les pots de peinture, mais jamais, on n'y pense même plus qu'il y a une gauche. C'est quoi ça la gauche ? Je connais pas la gauche. Moi je connais que ce qu'il y a devant moi, un peu à droite, là-bas, voilà, au fond. Bref. Ensuite, l'autre technique, ça va être d'essayer de créer un personnage imaginaire fictif. Encore une fois, le fait que ce soit pas vous, ça va vous faciliter les choses. Qu'est-ce que cette personne peut faire que vous ne pouvez pas faire ? Imaginez, hein. Vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez, elle peut avoir du culot, mais alors imaginez que ça fonctionne. Hein. Ça fonctionne, si c'est pour qu'elle-même elle ait des problèmes, ça sert à rien. Essayez d'imaginer cette personnalité qui fait ce que vous n'osez pas. Qu'est-ce que cette personne peut faire ? Pourquoi ça fonctionne ? Et ensuite, surtout, et ça va être le point le plus important, c'est comprendre que ce n'est pas magique. J'avais un élève qui assurait, alors je sais plus quel acteur dont il parlait, je crois que c'était Anthony Hopkins ou un truc comme ça. Il disait, mais cet acteur, il a un aura, c'est fou, tout ça. Alors moi, je donnais cours de théâtre, donc je connais bien le sujet. Il me dit, c'est fou, il a un aura. Et donc, pour lui, c'était sûr, c'était une certitude que ce qu'il dégageait n'était pas relié à son comportement ou à ce qu'il faisait en tant qu'acteur, mais était relié à quelque chose de magique. Et donc lui n'aurait jamais pu faire ça. C'était pas possible d'imaginer que lui puisse incarner un charisme comme tel ou tel acteur. Ça lui était interdit de fait. Et ça, là, on rentre dans la croyance. Pourquoi ? Parce que moi qui fais du jeu d'acteur, qui connais un peu ces problématiques-là, je sais que c'est lié complètement à des micro-comportements qu'on fait. Mais bien entendu, je dis pas que c'est facile, mais ce que je dis, c'est que c'est quand même bien lié à des choses qu'on fait physiquement. C'est inconscient, mais je vais vous donner un exemple tout bête, mais si vous parlez sans bouger la tête, ça vous donne de l'aplomb. Mais c'est difficile de parler sans bouger la tête. Hein, vous voyez le truc.
D'ailleurs, c'est pas impossible que Anthony Hopkins, dans certains de ses rôles, parle en étant complètement impassible. Il bouge pas du tout la tête. Je me rappelle pas bien, hein, mais dans Le Silence des agneaux, il joue à un moment donné un psychopathe. Il fixe dans les yeux. Voilà, c'est quelque chose qu'il fait. Donc ça, vraiment comprendre que c'est pas magique, et ça peut demander un certain travail, hein, d'essayer d'imaginer pourquoi c'est pas magique, pourquoi moi je peux le faire. Voilà. Ensuite, la technique d'après, ça va être de le visualiser. Et cette fois-ci, vous allez visualiser que c'est vous. J'avais écrit un article, pareil, si j'y pense, il faudrait que je le mette en description. J'avais même fait des audios là-dessus, sur ce qu'on appelle la distance psychologique. Apparemment, le fait de s'imaginer quelqu'un d'autre, de très différent de soi, de s'imaginer dans un temps et dans des très très loin de chez soi, ça a plein de bienfaits en fait. Ça fait prendre du recul, ça augmente la créativité. Alors je ne m'appelle pas tous les bienfaits, mais il y en a beaucoup. Et je pense que, sans dire que c'est magique, mais je pense que c'est une très bonne option d'essayer d'imaginer les choses. Alors par exemple, dans les thérapies cognitives et comportementales, la personne va se mettre dans un état de détente souvent, si c'est quelque chose qui lui fait très 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 peur. Mais après, si c'est pas quelque chose qui vous fait très très peur, vous pouvez essayer de juste le faire, quoi. Mais après, si vous avez besoin un peu de vous détendre, essayez au départ, par exemple, de vous imaginer dans un endroit paisible. Prenez le temps de respirer, de ralentir, vous vous relaxez un petit peu. Et après, vous vous mettez dans la tête de quelqu'un. Vous pouvez vous imaginer différent de vous, hein. Vous pouvez vous imaginer une autre identité. Mais c'est en vision subjective. Quand vous regardez vos mains, c'est vos mains que vous voyez, même si elles ne ressemblent pas à vos mains actuelles. Et à partir de là, vous allez vous imaginer faire les comportements que vous n'osez pas faire. Et pourquoi ça va être important ça ? Parce qu'encore une fois, notre cerveau, il enregistre des choses comme étant des certitudes. Et le cerveau, il est flexible, il change, mais il change doucement. Il n'aime pas changer trop vite. Donc au début, ça va lui faire bizarre. Votre cerveau va dire « Ah, tiens, c'est bizarre, moi je savais pas que je pouvais être comme ça. » Et plus vous allez le faire, et plus, ce qui pour vous était... on se construit une identité en fait. Par exemple, mon identité, c'est que moi, je suis maladroit et je ne joue à aucun sport. Je ne suis pas un sportif. Voilà, ça c'est une identité. Et cette identité, elle nous colle à la peau et des fois, elle nous handicape. Moi, je ne suis pas un artiste. Et ça, pareil, ça va nous coller à la peau et ça va devenir quelque chose qui nous limite énormément. Donc, oui, il va falloir peut-être modifier votre identité, ce que vous pensez de vous. Moi, quand j'ai commencé à animer des cours de théâtre, jamais je pensais que je pouvais animer des cours de théâtre. Pourquoi ? Parce que quand on anime des cours de théâtre, il faut quand même... On est au centre d'un groupe de beaucoup de gens. Parfois, les gens sont nombreux. Il faut essayer de... il faut animer, il faut donner des indications, il faut être leader. Et le fait de le faire au fur et à mesure, progressivement, au début, c'était pas moi, c'était pas mon identité. Je ne pouvais pas faire ça. Et puis après, aujourd'hui, ok, c'est pas extraordinaire pour moi d'animer un cours de théâtre. Je l'ai déjà fait des milliers de fois, je sais pas, mais ça doit pas être loin. En tout cas, j'en ai animé pas mal d'ateliers de théâtre. Donc voilà, mettez-vous dans la peau, dans la tête de cette personne. Et après, vous pouvez aller plus loin. Vous pouvez essayer de vous réimaginer ça en étant vous-même. Alors là, ça devient encore plus dur. Parce que là, c'est complètement votre identité personnelle. Quand on incarne quelqu'un d'autre, c'est un peu plus facile. Parce qu'on sait que c'est pas soi. On se dit, je suis quelqu'un d'autre, donc je peux le faire. Et là où ça devient intéressant, c'est quand vous réussissez à l'imaginer en tant que vous-même. Vous avez ce comportement. Et vous voyez le côté progressif. Au début, vous imaginez quelqu'un d'autre. Ensuite, vous imaginez toujours quelqu'un d'autre, mais c'est vous, en vision subjective. Et enfin, vous visualisez vous-même en train de faire certaines actions. Et l'étape d'après, ça sera de tenter progressivement et doucement, dans la vraie vie, de vous donner des premiers petits pas, des premiers buts. Vous dire, voilà, je vais tenter de faire tel truc. Parce que des fois, c'est des choses auxquelles on ne pense pas.
On ne pense pas qu'on peut être force de proposition, qu'on peut tenter des choses nouvelles. On se dit, alors moi j'en ai pas mal parlé, mais par exemple moi je me fatigue beaucoup dans les événements familiaux, parce qu'il y a du bruit, ça peut être très fatigant pour moi. Et j'ai beaucoup compté sur le fait, je me suis beaucoup acharné en disant aux gens, en essayant de faire comprendre aux gens à quel point les choses pouvaient être difficiles pour moi. En gros, j'ai voulu faire de la pédagogie sur l'autisme en me disant, ouais, c'est comme ça que ça va marcher. Sauf que alors, ça marche pas du tout, parce que les gens, ils n'ont pas envie d'entendre parler d'autisme. C'est un peu comme si c'était un sujet rabat-joie, quoi. Donc du coup, je me suis acharné un peu là-dessus, mais à chaque fois, paf, je me faisais couper la parole, on m'écoutait pas, et du coup, mes attentes, elles fonctionnaient pas. Et je me suis aperçu que ça marchait beaucoup mieux de m'acheter une tablette tactile et puis de temps en temps de me mettre dans un coin tout seul, tranquille, avec un casque sur les oreilles pour pouvoir m'isoler en fait. Et ça, c'est beaucoup plus efficace. C'est-à-dire, ça rencontre pas du tout de résistance. Alors que j'aurais cru ça impossible. J'aurais attendu qu'on me tende la perche. Ah là là, mais si c'est si difficile que ça, peut-être que tu as besoin d'être calme, mais vas-y, tu peux le faire. J'aurais attendu des encouragements. Et finalement, le faire, voilà. C'est exactement la même problématique que je vous ai expliqué tout du long. Je m'acharne sur un truc qui marche pas, et à côté, ce qui marche, je le fais pas. Mais il y a plein de choses comme ça, je me suis rendu compte qu'aurait été possible pour pouvoir me simplifier les choses, et que j'ose peut-être pas encore faire aujourd'hui d'ailleurs, mais amener un jeu par exemple. Amener un jeu, il y a moins de gens qui parlent tous en même temps, parce qu'on est tous autour du jeu. Moi, le plus fatigant, c'est quand tout le monde parle en même temps. C'est les discussions croisées. Donc, ça c'est pareil, je me serais complètement interdit de faire ça. D'ailleurs, je l'ai toujours pas fait, de faire ce genre de choses, mais voilà, c'est pour vous dire qu'il y a plein de choses qu'on ne s'imagine pas qu'on pourrait faire. Voilà, on arrive presque à la fin. L'important, ça va être de vous remettre du choix dans votre vie. Et surtout, il n'y a pas d'obligation. La question, c'est qu'est-ce que vous voulez pour vous, vraiment. Moi, je donne l'exemple du jeu, je donne l'exemple de la tablette tactile, mais voilà, ça c'est des choix. Je me dis, tiens, la tablette tactile, je me mets dans un coin. Ça, c'est un choix. Et du coup, ça va se poser aussi la question de vers quoi, moi, j'ai envie d'aller. Vers quoi vous avez envie d'aller. Voilà, c'est pas plus que ça finalement. C'est vous dire qu'il y a des choses dont vous n'avez pas conscience, essayez de les repérer et vous donner la liberté d'y aller. Voilà, tout simplement. Vous donner la liberté d'y aller.